pas démarrer 2024 sans savoir où est-ce que vous en êtes en 2023. Vous ne pouvez pas avoir des objectifs, des résolutions pour 2024 si vous n'êtes pas capable ou si vous ne prenez pas le temps d'évaluer vos objectifs de 2023. Qu'est-ce que vous avez voulu? Qu'est-ce que vous avez désiré pour l'année 2023? L'avez-vous obtenu? Où est-ce que vous en êtes? Avez-vous avancé? Avez-vous atteint des résultats? Avez-vous échoué? Avez-vous rencontré des challenges? Qu'est-ce que vous avez échoué? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? C'est important avant de décider de poser des nouveaux objectifs en place ou de revenir avec les anciens objectifs ou d'attaquer 2024 tout simplement. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de faire le point pour savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous désirez vous en aller et surtout, comment on va savoir que vous êtes en train d'avancer de là à là. Mounia, Sacha avec vous les amis, bienvenue à vous, contente de vous retrouver comme chaque semaine, je vous le répète tout le temps, mais c'est tellement vrai. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo. J'ai le store de la terrasse qui est en train de bouger avec le vent. Donc, il se peut qu'il y ait des différences de luminosité. Difficile à dire. J'aimerais vous partager dans cette vidéo mon bilan condensé, évidemment, puisque 2023, c'est 12 mois, c'est 365 jours, c'est je ne sais pas combien de secondes. C'est énorme. Il se passe tellement de choses, on vit tellement de choses. Et en même temps, ça passe tellement vite, donc on ne peut pas tout traiter dans cette vidéo-là, mais j'ai retenu 5 leçons importantes et pour certaines d'entre elles, vous allez peut-être me dire que j'enfonce encore une fois des portes ouvertes, mais c'est important de le rappeler, c'est important d'en prendre conscience. J'aimerais vous partager 5 choses dont j'ai pris conscience en 2023. 2023, il faut savoir que pour moi, ça a été une année riche, longue aussi, avec énormément de challenges à la fois émotionnels, à la fois physiques, comme ma déchirure musculaire qui m'a maintenue en inactivité pendant pas mal de temps. J'ai pas l'habitude d'être en inactivité, des émotions très très fortes. C'est une grosse année, il y a eu beaucoup de compréhension, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'apprentissage. Il y a eu le lancement de mon programme Égrégore, l'un des plus gros, magnifiques, dont je suis super fière et qui a été lancé cet été et qui est juste extraordinaire. On est en train de vivre mais des moments de dingue dedans. Et ça, justement, ça va faire l'objet de mon premier point que j'ai envie de partager avec vous. Il y a eu des lectures, il y a eu des rencontres avec énormément de personnes, notamment des auteurs de livres, notamment mes formateurs, mes coachs et formateurs sur différents événements, etc., etc. Donc l'année, elle a été full, mais vraiment full. Là, je réalise pas qu'on est déjà en fin de 2023 et je réalise pas qu'on va tourner une page, qu'on va passer un nouveau chapitre. Donc, c'est juste incroyable. Ce que je voulais vous dire par rapport à Egrégor, donc juste comme quoi il fait la transition vers mon premier point, ce dont je me suis rendu compte, donc l'une de mes plus grosses prises de conscience, c'est que non, les amis, on ne peut pas considérer réussir sans bosser. Voilà. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo là. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Non, mais sérieux, encore une fois, dans le développement personnel, on nous parle de quoi? On nous parle de la manifestation, de la loi de l'attraction, on nous parle de l'énergie féminine, on nous parle du fait de juste visualiser, d'imaginer, de recevoir. Mais je suis très d'accord avec ces choses-là, mais il faut bosser. Arrêtez de nous dire qu'on peut tout avoir sans travailler et que tout est facile. Non, non et non. Ça ne l'est pas. Je suis désolée, je vais le répéter. Et si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave parce que moi, j'ai connu énormément de coachs, de personnes qui prônent l'énergie féminine, la manifestation, la simplicité et juste le fait de se relâcher, de se décontracter et de réussir à produire du résultat. Je n'y crois pas. En fait, il y a tellement de choses qu'on ne nous dit pas. Il y a tellement de choses qu'on ne nous dit pas. Je ne veux pas croire le fait qu'il existe des entrepreneurs qui ne foutent rien et qui se font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je n'y crois pas. Et n'y croyez pas, franchement, parce que même combien même ça serait vrai,
ça ne vous porterait pas très très loin d'avoir des croyances de ce type. En fait, c'est des croyances vraiment limitantes, c'est des croyances vraiment néfastes et c'est des croyances qui peuvent clairement vous paralyser parce que plus vous croyez à ça, plus vous avez l'impression que vous travaillez trop en fait, que vous êtes en train de donner plus que ce que vous devez donner, que c'est pas normal, que là vous n'êtes pas normal, que là vous êtes en train de mettre des efforts là où d'autres n'en mettent pas, que là vous êtes en train de trimer là où d'autres ne triment pas, que là vous êtes en train de jouer sur le temps de votre vie privée là où d'autres ont tout le temps qu'elles désirent pour elles, pour leur maison, pour leurs enfants, pour leur travail, pour leur sortie, pour leur bien-être, etc. Je n'y crois absolument pas, en tout cas au début. D'accord? Mais je pense qu'au début, et quand je dis le début, il n'est pas le même pour tout le monde, mais je pense qu'il dure quelques années quand même, le début dans l'entrepreneuriat. Au début, on a besoin de beaucoup, 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 beaucoup travailler parce que c'est ce beaucoup, 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 beaucoup travailler qui va faire qu'on va pas beaucoup travailler à la fin. Voilà, je pars de ce principe-là. J'ai appris énormément de choses là-dessus parce que moi, à la base, je suis une travailleuse, je suis une bosseuse et j'adore ça. Je mets de l'effort, je mets de l'énergie, je mets ma passion, je mets de la patience, de la persévérance, de l'engagement dans ce que je fais. J'adore ça. Enfin, j'ai toujours été, quand je suis passionnée, hein, évidemment, il n'y a personne qui a envie de mettre une passion quelconque ou une énergie quelconque dans quelque chose qui ne l'intéresse absolument pas. Mais c'est vrai que quand j'aime ce que je fais, que ce soit là dans mon travail ou dans mes activités extra professionnelles et personnelles, quand j'aime ce que je fais, je m'investis et je mets de l'effort. Et puis là, je tombe sur des personnes qui disent non, mais tout doit être facile. Vous n'êtes pas censé souffrir. Non, 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 pas plus de 1 heure par jour. Moi, je travaille que 3 heures par jour et je me fais tant et tant de. En fait, non, non, non. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que si on veut livrer, et comme je vous le dirai tout le temps, hein, surtout dans les métiers de l'accompagnement, quand on accompagne des humains, nos métiers ne doivent pas souffrir la médiocrité en fait. Et je pense qu'il y a des choses dont on ne peut pas juste se contenter. On ne peut pas se contenter du minimum. Je ne dis pas d'aller au burn-out, je ne dis pas d'aller à l'hyper-investissement, mais un certain équilibre quand même. Donc travailler quand même. Et surtout quand on est en lancement d'entreprise. On ne peut pas nous dire non, non, mais juste penser à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, la manifestation, etc. Et encore, c'est ce dont je parle complètement dans Égrégore, parce que c'est tellement faux, ces histoires de manifestation et de loi d'attraction, si on n'insiste pas sur les efforts à fournir et les actions à mettre en place quand même, malgré tout. On ne va pas juste se poser comme ça et se dire, bon, j'ai désiré ça, ça va me tomber dessus. Non. Et ça, j'en parlerai beaucoup en 2024, vous verrez. Mais il faut structurer, il faut s'organiser, il y a des choses à identifier. Est-ce que j'aime faire ça, j'aime pas faire ça? Est-ce que je délègue pas? Est-ce que je peux déléguer déjà ou je peux pas déléguer? Des fois, cette option ne s'offre même pas à nous. En tout cas, au début, on ne peut pas tout déléguer. On est censé tout savoir faire avant de pouvoir déléguer. Ce qui est bien aussi, puisque c'est acquérir de nouvelles compétences, etc., etc. Mais voilà, cette histoire d'énergie féminine, loi d'attraction, manifestation, j'en ai fait mon cheval de bataille et c'est ce qui a créé Égrégore, où on parle beaucoup de sciences de spiritualité, mais aussi et surtout d'actions concrètes, nécessaires, appropriées à mettre en place. Mais voilà, ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est que si je veux du résultat, il faut que je bosse, en fait. Il faut que je bosse, il faut que j'arrête de me dire non, mais c'est pas censé être difficile. Parce qu'à chaque fois que je me dis c'est pas censé être difficile, bah quand c'est difficile, j'ai envie de reculer, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de laisser tomber. Parce que j'ai l'impression que chez les autres c'est facile. C'est faux. Chez tout le monde, c'est difficile, sauf qu'on ne vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Attention à ça, j'en ai déjà parlé. Et du coup, mon gros changement par rapport à ça, cette année, c'est que j'ai décidé de faire les choses et de faire les choses, de m'engager dessus, de structurer mon emploi du temps par rapport à mes horaires de travail, de m'organiser et de vraiment, vraiment, sachez qu'on ne fait pas que ce qu'on aime et qu'on ne fera jamais que ce qu'on aime et que des fois, ben, va falloir d'abord faire plein de choses qu'on n'aime pas avant de pouvoir faire que ce qu'on aime. Donc voilà, c'est toujours le même discours que je vais vous sortir, mais c'est vraiment mon constat. C'est la conclusion de 3 ans, on va dire, d'observation et de recherche avec beaucoup de patience par rapport à ces sujets-là dans l'entrepreneuriat. Mais ce que j'ai beaucoup changé cette année par rapport à ce premier point,
le travail, l'effort, etc. C'est l'organisation en amont et en avance. Pouh, waouh, ah, bim, badabim, badaboum. Mon 2024 est déjà planifié. Mes posts de 2024 sont déjà planifiés. Mes vidéos YouTube 2024 sont déjà planifiées puisqu'en 2024, je vais vous venir sur YouTube avec une vidéo par semaine et c'est déjà planifié. Facebook, il y aura des posts déjà planifiés, des vidéos déjà tournées, des réels déjà programmés. Et tout le reste que je vais faire à la dernière minute ne sera que pure cerise sur le gâteau. Et ça, c'est génial parce qu'avant, quand je pensais que tout devait être facile et qu'il fallait juste suivre son intuition, et je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant des années. Une erreur à pas commettre, je l'ai fait. Où j'ai fait 365 jours de live non planifiés. Ça veut dire que chaque jour, je venais avec ce que m'apportait l'univers. Oui, et c'était bien, et je l'ai fait. Mais quel stress! Quel stress! Quel stress de venir avec une idée de dernière minute, quel stress quand on n'a pas d'idée et qu'on doit se connecter dans 10 minutes pour faire un live qui doit apporter quand même quelque chose aux gens, quel stress! Et là, le fait de savoir que je suis tranquille pour une bonne partie de 2024 et que j'ai repaufiné mes programmes, que je les ai revus à la hausse, que en termes de contenu et de valeur, et que j'ai réorganisé, restructuré tout ça, que j'ai amélioré mes vidéos, que j'ai amélioré mes programmes, que j'ai apporté des nouveautés, j'ai mis de la nouveauté pour relancer les choses. Waouh, waouh. Donc arrêtez de croire qu'on peut réussir sans rien foutre. Si vous continuez à croire ça, vous allez juste continuer à ne rien foutre, ce qui ne va pas vous mener à la réussite. Entre vous et moi. Le point numéro 2, c'est que cette année, en 2023, j'ai énormément bossé ma sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ma sincérité. C'est pas que j'étais une menteuse, c'est pas que j'étais une hypocrite, c'est pas que j'étais pas sincère, c'est pas que je vous racontais n'importe quoi, mais selon ma définition de la sincérité, j'avais du travail à faire. La sincérité, c'est le fait d'être qui on est, mais dans sa complétude. C'est-à-dire, voilà ce que je vous montre de qui je suis, mais voilà, je vais vous montrer aussi ce que vous ne voyez pas. Et j'en parle beaucoup en ce moment sur Facebook et Instagram, notamment avec des posts qui parlent des zones d'ombre. J'ai énormément travaillé mes zones d'ombre, je suis allée me reconnecter à mes zones d'ombre, je fais un travail très approfondi là-dessus et extrêmement désagréable sur ces parties qui sont mal aimées de nous-mêmes et que l'on ne veut pas que les autres voient. Et j'ai aussi compris que bien que ce qu'on montre puisse vraiment être nous, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un de malveillant, je veux vraiment le bien pour moi, pour vous, pour le monde, etc. Mais bien que ce soit ça que je veux et que j'essaye de nourrir ça au maximum et que j'essaye d'être ça au maximum, vous imaginez bien que l'opposé existe aussi en moi, comme il existe en vous aussi. Et en fait, aller travailler là-dessus et reconnaître ça, piouf, libération émotionnelle extraordinaire. J'en ai quasiment les larmes aux yeux. C'est libérateur. C'est libérateur de se dire, mais oui, je suis gentille, mais je peux aussi parfois être méchante. Mais oui, je suis authentique, mais des fois, je mens aussi. Mais oui, bah, parce que je me mens à moi-même quand je ne montre pas qui je suis réellement. Donc, rien que ça, c'est un mensonge. Par exemple, et je vais en parler beaucoup en 2024. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Vous allez voir que vous n'aurez que de la pure valeur. Ça va être des pépites. Donc, travailler la sincérité, mais vraiment se reconnecter à cet être complet. Et ce que je vous dis de moi, vous l'avez vous aussi en vous. Et juste pouvoir verbaliser ça et être à l'aise avec ces parties mal aimées de nous-mêmes qu'on ne veut pas nourrir, mais qui existent et on ne peut rien faire contre ça. On ne peut pas les renier parce qu'elles font partie de 50%, c'est un 50% de nous, c'est la moitié de nous, donc on ne va pas non plus les passer sous le tapis ou les écrabouiller ou s'essuyer les pieds dessus comme sur un tapis d'entrée de porte. On va pas faire ça. Mais ça, c'est quand même fou. Euh, il faut faire preuve d'humilité pour ça. Et je pense que ça a été mon plus grand pas cette année. Faire preuve d'humilité pour aller vraiment reconnecter à ce à quoi j'essaye de faire résistance ou ce à quoi les autres résistent aussi chez moi ou ce à quoi
je n'ai pas envie de faire face, etc., etc. Beaucoup, beaucoup d'humilité. Et en faisant ça, on accepte de s'incliner face à la vie. Je m'incline. Ça veut pas dire, bah ouais, je suis comme ça, et je suis comme ça, et je suis comme ça. Et alors? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire, j'ai ça en moi, j'ai ça en moi. Voilà ce que je choisis. Choisir. Quand on choisit, on est libre. Quand on ne choisit pas, on subit. Donc, voilà ce que je choisis de nourrir de moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis que ça, mais ça veut dire que c'est ça que je choisis de nourrir de moi. Basta. Et ça, bah, c'est aussi là, et je l'aime et je l'accepte, mais ça vient m'apporter aussi un message positif de changement. Ça vient m'apporter un message positif tout court, de développement, de croissance, etc. C'est une sous-personnalité qui est là à la base pour m'aider à accomplir quelque chose. Il faut juste que j'accepte de la comprendre, j'accepte de l'accueillir, de la comprendre pour bien savoir l'utiliser et la laisser m'aider plutôt que d'être complètement perdu et sous emprise de ces parties mal aimées de soi qui nous font faire n'importe quoi, qui nous font dire n'importe quoi. Eh bien ça a été un sacré travail et je pense que c'est important. Et si je devais vous focaliser sur une direction à prendre, si vous êtes déjà dans le développement personnel, que vous avez déjà travaillé pas mal sur pas mal d'aspects de vous-même, les zones d'ombre sont quelque chose à travailler à tout prix. C'est non négociable. C'est juste pour de la connaissance de soi, mais en même temps pour redescendre un peu sur terre pour pouvoir se comprendre et comprendre l'autre. Voilà, je ne m'attarde pas dessus puisque je vous réserve des vidéos concernant ce sujet l'année prochaine. Le troisième point de ce bilan, c'est que j'ai réalisé que la confiance qu'on a et l'amour qu'on a ne se donnent pas. Alors, je ne sais pas comment ça résonne en vous quand je dis ça, mais j'ai réalisé que à travers différentes situations qu'on a tendance à dire «Ah, je t'ai donné ma confiance et tu l'as trahi. Je te donne de l'amour et tu le trahis. Ou je t'aime pas.» Et je vais m'expliquer. Tu as trahi ma confiance. Tu as trahi ma confiance. Eh ben non. La confiance, c'est pas un dépôt. C'est pas un dépôt, c'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un et qu'on lui donne en même temps avec ça la responsabilité de s'en occuper et d'en prendre soin, sinon il va vraiment nous décevoir. Non, la confiance, c'est un ressenti. Je le donne pas. Je le donne pas. La confiance que j'ai en l'autre, c'est une confiance que j'ai en moi. Quand je dis à quelqu'un je te fais confiance, c'est parce que inconsciemment, c'est à moi que je fais confiance dans ma façon d'agir dans telle ou telle situation. Supposons que je dise, je sais pas, à mon mari, bon, je te fais confiance hein, dans tel ou tel. Supposons que mon fils sorte et je lui dis, n'utilise pas ton téléphone, je te fais confiance. C'est parce que moi, je me fais confiance dans cette situation, parce que moi, je sais que le téléphone ne m'intéresse pas, que jouer sur mon téléphone ne m'intéresse pas, et que si je suis dans le bus ou dans le tram ou dans le métro, je vais plutôt avoir tendance à prendre un livre, etc. Je te fais confiance. Mais si je lui pose, lui, la responsabilité de ma confiance, je vais avoir l'impression que s'il a fait le contraire de ce que j'attendais de lui, donc déjà, il y a des attentes là-dedans, donc déjà, il y aura de la frustration, donc vous voyez tout ce que ça peut générer. Mais si je lui fais porter ce fardeau, j'aurai l'impression qu'il m'aura trahi. Mais il ne me trahit pas moi, il se trahit lui. Lui, il s'est engagé par rapport à quelque chose et il n'est pas allé au bout de son engagement. C'est sa confiance en lui, en soi, à lui, qu'il trahit, pas la mienne. Moi, j'ai toujours confiance en moi. Et quand je dis, tu as trahi ma confiance, comment as-tu pu faire ça? C'est parce que je m'imagine moi dans cette situation en train de faire ce qu'il a fait et j'ai l'impression de me trahir. J'avais cet engagement et je ne l'ai pas tenu. Je ressens, waouh, c'est inconfortable, c'est un malaise. Donc, c'est m'imaginer moi faire ce qu'il a fait qui fait que je me sens trahie. Mais c'est pas lui qui m'a trahi. Lui, il s'est trahi lui-même. Et vous pouvez prendre, moi j'ai pris l'exemple de mon fils, voilà, vite fait. Je ne vous avais pas spécialement préparé un exemple précis, mais prenez l'exemple de n'importe quelle situation où vous vous êtes senti trahi par un conjoint, par une amie, par un collègue au travail, mais la personne, elle ne vous trahit pas vous, vous ne lui avez pas donné quelque chose qu'elle était censée garder et elle l'a trahi. La confiance, c'est un ressenti, on ne le donne pas. Quand on dit je t'ai donné tout mon amour, ça veut dire que je me suis vidée de mon amour à moi. Ça veut dire que moi, j'ai plus d'amour pour moi. Je t'ai donné ma confiance et tu l'as trahi. Ça veut dire que moi, j'ai plus de confiance. Donc, je te l'ai donné, donc je suis vide. Et en plus, tu l'as trahi, je me sens encore plus vide.
Et vraiment ça, c'est un truc, je pense, dont je vais beaucoup parler aussi en 2024, cette histoire de confiance, d'amour, le fait de dire à quelqu'un je ne t'aime pas ou je ne t'aime plus. C'est pas que j'aime pas la personne, c'est pas que je l'aime plus, c'est je n'aime plus qui je suis aux côtés de cette personne. C'est qui je deviens, mes comportements, ma personnalité. Peut-être que la personne est en train de faire tellement ressortir justement mes zones d'ombre, elle me fait travailler sur moi, en fait. Elle vient me déclencher, elle vient déclencher quelque chose à quoi je fais résistance depuis tellement longtemps. Ça vient me titiller, ça remue un peu l'intérieur et du coup, je n'aime plus qui je suis parce que bah, du coup, je me mets en colère, parce que du coup, je suis jalouse, parce que du coup, je suis haineuse, parce que du coup, j'ai peur, parce que du coup, et comme ce ne sont pas des parties de moi que j'ai envie d'alimenter, de venir nourrir, de venir encore plus mettre, on va dire, à la lumière du jour, eh ben, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Donc, comme je me sens pas bien, je m'aime pas. Et comme je m'aime pas, je dis à l'autre que je l'aime pas. À méditer, je vous dépose ça là, mais je reviendrai dessus en 2024. Le quatrième point, donc je ne sais plus si je vous ai dit que j'allais vous en partager quatre ou cinq, mais en vrai j'en ai cinq, j'en ai un cinquième. Le quatrième point, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne faisait jamais vraiment quelque chose que pour quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on fait, je pense, on le fait pour soi. Alors, pour cette période de fête, je sais que ça va vous faire bizarre d'entendre ça, je sais que ça va vous déclencher, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire non, mais n'importe quoi, mais moi je me suis sacrifiée pour mes enfants, ce que je fais, c'est pour le bien-être de mes enfants. Je vous assure, les amis, si vous faites preuve de sincérité, justement, de vulnérabilité et d'authenticité, vous vous rendrez toujours compte qu'il y a un bénéfice, je dirais même primaire, c'est même pas secondaire. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un, on en prend d'abord un bénéfice. Regardez avec la période des fêtes, regardez les cadeaux que vous faites. Quand vous faites un cadeau en vous disant oui, mais je le fais pour lui parce qu'il a besoin de cet objet ou parce que ça va lui faire plaisir, mais c'est parce que ça vous fait plaisir à vous d'abord. Parce que vous, ça vient vous remplir quelque part à l'intérieur. Ça vient vous rassurer peut-être même tout simplement sur la bonne personne que vous êtes, la bonne personne généreuse que vous êtes. Ça vient remettre en question votre identité quelque part. Et si l'image de cette identité est belle et bonne, ça va vous pousser à faire le geste. Mais regardez quand il y a des personnes à qui vous n'avez pas envie d'offrir de cadeaux, mais vous le faites quand même, vous allez le faire quand même. Mais est-ce que vous ressentez du plaisir? Est-ce que vous allez vraiment ressentir du plaisir? Mais pourquoi vous le faites quand même? Vous le faites quand même parce qu'il y a quand même un bénéfice. Il y a quand même cherché le bénéfice là. Oui, mais il faut pas que je passe pour un radin. Oui, mais je veux pas créer de conflit. Oui, mais il faut quand même, c'est obligé, c'est quand même Noël. Il faut que je fasse bonne figure. Ça se fait pas, etc. Ça vous renvoie toujours à vous-même. Toujours. Quand on dit je me suis sacrifiée pour mes enfants, non, je ne me suis pas sacrifiée pour les enfants, je me suis sacrifiée moi pour moi en fait. Parce que le fait de mettre mes enfants, on va dire, dans des écoles privées payantes, etc., de me serrer la ceinture pour eux, peut-être de les envoyer voyager alors que j'ai pas beaucoup d'argent ou que je m'empêche d'avoir autre chose pour leur éducation, etc., pour eux, pour que je puisse investir en eux, euh, il y a quand même un bénéfice pour moi. C'est peut-être que mon image de maman, mon identité de maman a besoin d'être nourrie, a besoin d'être fleurie, a besoin d'être reconnue, a besoin d'être complimentée, etc., etc. Mais ça, c'est une grosse prise de conscience quand même. Il faut arrêter de se dire oui, mais je me suis sacrifiée après tout ce que j'ai fait pour toi. Combien de fois vous avez entendu cette histoire de après tout ce que j'ai fait pour toi, où il y a des parents qui disent à leurs enfants après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses faire ça? Je trouve déjà, entre parenthèses, cette phrase horrible qui pousse à la culpabilité suicidaire, j'appelle ça comme ça. C'est, on met vraiment l'enfant dans un mal-être de fou en lui disant après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne me rends même pas visite, tu ne m'appelles même pas, tu viens et tu me ramènes même pas de cadeaux, tu ne réussis même pas, tu as des mauvaises notes. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo, voire d'une autre conférence ou d'un webinaire, mais c'est tellement malsain
de dire ça à ses enfants, puisque les enfants n'ont rien demandé. Et puis, c'est notre devoir de parents de tout faire pour eux, en fait. On les a mis au monde pour tout faire pour eux, pour faire beaucoup de choses pour eux, mais en tout cas, le minimum nécessaire et essentiel et important, plus de l'écoute, plus de l'amour, plus de l'affection, plus de l'attention, plus de la guidance, les guider dans leur évolution. Enfin bref, cette histoire, elle est horrible. Donc quand on dit, quand ces parents-là disent après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai envie de le dire, mais tout ce que vous avez fait pour eux, ça vous a apporté quoi à vous d'abord? Ah, la reconnaissance, l'image de soi qui est fou, toute magnifique, le paraître, que vont dire les gens, je vais passer pour un bon parent, quelqu'un qui fait tout pour ses enfants. Si mes parents réussissent, si mes enfants réussissent, moi, en tant que parent, j'ai la réussite par procuration, on va dire que c'est grâce à moi, etc., etc., etc. Je sais que c'est pas une vidéo qui fait beaucoup de bien, mais je pense qu'elle est nécessaire pour attaquer une bonne année 2024 parce que l'année 2024, j'ai envie qu'elle soit humble et j'ai envie qu'elle soit sincère, authentique et vulnérable. Pour moi en tout cas. Donc mes vidéos vont beaucoup être basées sur ce genre de prise de conscience, ce genre de compréhension et ce genre de redéfinition des choses. On ne fait jamais quelque chose pour quelqu'un, on le fait aussi pour soi. Si je me force à faire que mes enfants ne mangent pas de bonbons, ne boivent pas de soda, qu'ils mangent sainement, etc. Et que je ne cesse de répéter, je fais ça pour vous, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Non, c'est pour moi aussi, pour passer pour la bonne maman, pour donner une bonne image, pour leur montrer qu'il faut être sain. Donc ça me renvoie à moi. Ça veut dire si je vous dis ça, c'est que moi je suis capable de le faire. Et si je suis capable de le faire, c'est que vous êtes capable de le faire. Mais en même temps, si moi je suis capable de le faire et que vous n'y arrivez pas, ça veut dire que je suis meilleure que vous. Attention, hein, il y a tout ça inconsciemment qui se déroule dans votre tête. À chaque fois qu'on critique quelque chose chez quelqu'un, c'est parce que ça nous donne l'impression d'être mieux nous-mêmes. Quand on a des attentes par rapport à quelqu'un ou qu'on veut que des personnes aient quelque chose, fassent quelque chose, etc., ça nous renvoie quand même à nous-mêmes. Donc, c'est super important de comprendre ça. Et le cinquième et dernier point, bah, c'est l'environnement. Et là, je suis en train d'enfoncer, défoncer, casser, briser, démonter des portes ouvertes aussi. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette information? Votre environnement est super important. Votre environnement est super important. Il faut savoir par qui vous entourez, les personnes de qui vous êtes entouré, par qui vous êtes entouré, les personnes que vous côtoyez, les personnes qui sont là autour de vous sont des personnes qui sont impactantes pour vous, en bien ou en mal. Donc, revoyez vos réseaux sociaux, revoyez vos textos, revoyez vos contacts, revoyez vos emails, revoyez tout ça, que ce soit dans le monde personnel, que ce soit dans le monde professionnel. Il est temps de faire le tri. Il est temps de faire le ménage. Il est temps de faire le ménage d'hiver. Il est temps de faire le tri, le ménage de fin d'année. Regardez vos réseaux sociaux. Dans quel groupe vous vous trouvez? Est-ce que vous vous trouvez dans des groupes à problème ou est-ce que vous vous trouvez dans des groupes à solutions? Qu'est-ce que vous avez choisi de regarder le plus? Les infos, les médias, ou plutôt des conférences, ou plutôt écouter des podcasts, qu'est-ce que vous écoutez le plus? Parce que ça, c'est aussi votre environnement. Tout ce que vous voyez, vous écoutez, vous entendez à l'extérieur arrive à l'intérieur et tout ce qui arrive à l'intérieur est traité comme une information importante. Tout est traité là-dedans. Donc, à force de vous exposer à des environnements néfastes, vous développez un environnement néfaste à l'intérieur de votre cerveau. Et à force de développer un environnement néfaste à l'intérieur de vos cerveaux, eh ben, vous venez adopter des comportements néfastes qui vous mènent à des résultats néfastes pour vous. Tout simplement, l'environnement, c'est super important. Il est à la base de vos comportements. Il est à la base de vos émotions. Il est à la base de vos compétences et de vos capacités et de vos valeurs. Il est à la base de votre identité. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Arrêtez de vous entourer de personnes qui ne veulent pas votre bien. Arrêtez de vous entourer de personnes qui sont haineuses. Arrêtez de vous entourer de personnes hypocrites et jalouses. Arrêtez de vous entourer de personnes qui veulent que vous échouiez,
qui ne veulent pas votre réussite, qui veulent vous voir tomber, qui veulent vous voir mettre les deux genoux à terre. Arrêtez de vous entourer de personnes qui vous mettent constamment les bâtons dans les roues. Vous les connaissez, ces personnes-là. Au moment où je suis en train de parler, vous avez des idées de ces personnes-là. Il y a des personnes qui vous viennent en tête. Arrêtez, mettez des distances avec les personnes qui sont tout le temps en train de se victimiser, qui ne vont jamais bien, qui vont toujours mal, qui vous racontent tout le temps leurs problèmes. C'est des personnes qui sont néfastes pour vous. À vous de faire le tri, ok? On ne dit pas de faire une croix complète sur telle ou telle personne. Je sais bien que quand c'est la famille, c'est beaucoup plus compliqué, mais prenez-en conscience en moi pour mettre des distances saines, des distances saines. On n'est pas là à chercher le conflit, la bagarre, la dispute, euh, le truc international qui va faire exploser tout le monde. Non, mais vous avez besoin de protéger votre énergie. Votre énergie dépend avant tout de vos environnements extérieurs et intérieurs. Et si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas vous projeter. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif. Vous ne pouvez même pas imaginer un objectif. Lorsque vous êtes malade, vous n'arrivez même pas à penser au lendemain, à ce que vous voulez faire le lendemain. Vous êtes malade, vous êtes dans le moment présent, vous n'êtes focus que sur votre corps et sur vos symptômes. Mais là, c'est pareil. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas être focus sur le lendemain. Vous allez rester à ressasser ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas vous a été introduit dans votre tête par votre environnement, par les champs électromagnétiques des personnes qui vous entourent. Que ce soit au travail, encore une fois, dans vos activités, euh, que ce soit dans la famille, peu importe. Choisissez les personnes que vous laissez entrer dans votre cœur. Choisissez les personnes que vous laissez entrer chez vous, à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre cœur. Choisissez les personnes à qui vous décidez de donner du temps, de l'amour, de l'attention. Choisissez ces personnes-là. C'est bien d'être entouré, mais il faut savoir faire le tri. Et voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous êtes capable aussi de vous poser. Soyez capable de le faire parce que c'est important. Posez-vous, écrivez sur une feuille quel est le bilan de 2023. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de super bien cette année? Mais qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année prochaine? Quel est l'objectif que je me suis décidé d'atteindre et où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Et qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers ça l'année prochaine? Quelles sont les résolutions que je suis en train d'essayer de poser? Ok, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que j'ai déjà essayé de les mettre en place l'année dernière, cette année, l'année d'avant? Ou est-ce que je les ai laissés en suspens comme un petit rêve, une petite inspiration qui n'a jamais été matérialisée? Ok, réfléchissez à ça, c'est super important. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.